Bonsoir, merci de suivre cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a pris part hier vendredi à Houston, dans le Texas, au sommet sur l'énergie. Le chef de l'État a aussi eu de nombreux entretiens avec des personnalités politiques et des investisseurs, toujours à Houston. Envoyés spéciaux, Moussa Yahya, Askou Jibril. À Houston, grande métropole du Texas, dans le sud de la Fédération nord-américaine, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, y a pris part vendredi matin au sommet de Houston sur l'énergie en Afrique. Sous la houlette du maire afro-américain Sylvester Turner, cette initiative crée une connexion entre les nombreuses entreprises de Houston, parmi les meilleures au monde en matière d'énergie, et les États africains qui font face à une crise énergétique grandissante, contrastant diamétralement avec leur statut de pays détenteur des plus grandes réserves mondiales des ressources minières et pétrolières. C'est pourquoi, à la suite de Todd Kennedy de Artemis Energy, le maire Sylvester Turner, après avoir fait la genèse de l'implosion du paysage industriel de Houston, dominé par les spécialistes de l'énergie de 1901 à aujourd'hui, a appelé à évoluer rapidement vers un partenariat gagnant-gagnant entre ces sociétés et les États africains, car le temps presse, a-t-il ajouté. Invité d'honneur de ce sommet qui a enregistré des travaux promoteurs au niveau des experts et des ministres, le président de la République, Mohamed Bazoum, accueilli chaleureusement dans la salle, a salué une telle opportunité offerte aux États africains, en particulier au Niger, dont il a exposé les immenses potentialités qu'il estime d'ailleurs sous-prospectées. Le chef de l'État évoque l'évolution de l'exploitation pétrolière au Niger et aborde le débat sur les changements climatiques et la tendance à la promotion des énergies renouvelables et s'insurge contre l'amalgame qui est fait en la matière en voulant mettre les pays développés et les pays pauvres dans le même bateau et empêcher ainsi aux pays africains comme le Niger d'exploiter leurs ressources fossiles pour se développer. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, réfute cette injustice de la communauté internationale et se dit favorable à une transition énergétique qui tienne compte de nos égalités. Il est donc injuste, dans le cadre du débat international qui a cours aujourd'hui sur la problématique des énergies vertes, de transition énergétique, il est donc injuste de demander à l'Afrique, aux Africains, qui ne contribuent qu'à hauteur de 3% aux émissions de gaz à effet de serre, de ne pas exploiter leurs ressources naturelles. Le développement de l'Afrique est intimement lié à celui des énergies fossiles dont notre continent regorge et qui ne sont pas encore exploitées. Nous sommes plutôt pour une transition énergétique juste et équitable qui prendra en compte les préoccupations de développement et les réalités de tous les pays. Sur cette question de la transition énergétique, nous n'avons pas les mêmes intérêts, les pays développés et les pays pauvres. Nous ne partons pas des mêmes points. Et donc, il ne saurait y avoir des règles uniformes qui s'imposent pour nous tous de la même façon. Nous avons besoin de règles qui se modulent avec le même objectif, le même cap, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais proportionnellement aux besoins et aux capacités des uns et des autres. Les formules d'adaptation qui sont préconisées pour le moment n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et c'est une question d'importance sur laquelle nous devons réfléchir ensemble, mais en toute responsabilité. Thèse soutenue aussi par le ministre équato-guinéen du pétrole qui appelle les grandes entreprises américaines à présenter des bons projets aux pays africains qui les mettront de toute façon en compétition avec des sociétés d'autres parties du monde. Gabriel Mbaga
appelle aussi à éviter d'exploiter les ressources seulement pour l'exportation vers les pays industrialisés qui en ont fortement besoin, mais aussi de penser aux besoins énergétiques des pays africains tout en créant des emplois. Auparavant, le président de la République, Mohamed Bazoum, entouré des ministres du pétrole et de l'énergie du Niger, du directeur de cabinet et de l'ambassadeur du Niger à Washington, a rencontré les responsables de Energeo Alliance, un consortium d'entreprises spécialisées dans l'énergie pétrolière et gazière. Le chef de l'État a aussi échangé avec Rick Kennedy, le patron Afrique de l'Ouest du géant américain de l'énergie Chevron. Discussions qui se sont poursuivies par la suite par le ministre d'État, ministre de l'énergie et des énergies renouvelables Ibrahim Yacoubou et le ministre du pétrole Mohamed Sani Mahamadou. Dans la même matinée, le président de la République, Mohamed Bazoum, a aussi rencontré le maire de Houston, Sylvester Turner, entouré de ses proches collaborateurs. Il se dégage la convergence de vues sur la nécessité d'exploiter les ressources fossiles de nos pays, nonobstant la tendance mondiale actuelle. La rencontre s'est achevée sur des échanges de cadeaux entre les deux délégations. Autre rencontre politique, celle avec la sénatrice Sheila Jackson Lee, députée du Texas, membre du Congrès américain. Elle a remis au président Mohamed Bazoum une distinction du Congrès américain en reconnaissance de son leadership et de ses efforts de promotion de la démocratie au Niger. Deux autres distinctions pareilles ont été remises la veille au chef de l'État lors d'une réception organisée en son honneur par la Chambre africaine du commerce de Houston avec ses collaborateurs. L'une était remise au nom de l'État du Texas par le député Ronald Reynolds et l'autre au nom de la ville de Houston par Edward Pollard, membre du conseil municipal de Houston. Le président de la République refermera son séjour texan par une visite à la NASA. Voilà, vous suivrez en partie magazine l'intégralité du discours prononcé par le président de la République à ce sommet sur l'énergie en Afrique qui s'est donc tenu à Houston. Et ce communiqué du ministère des Transports, le ministre des Transports, président en exercice du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar à Sekna, Oumarouma Lama Alma, informe les usagers de la reprise des activités aéroportuaires dans l'espace aérien géré par la SECNA. C'est la suite de la grève des syndicats des contrôleurs aériens de certains pays membres de l'agence qui vient de prendre fin. Le ministre des Transports, président du comité des ministres de la SECNA, se félicite de l'aboutissement heureux des échanges. Au nom donc du président de la République, Mohamed Bazoum, et du gouvernement, le ministre des Transports remercie tous les acteurs pour leur disponibilité et leur don de soi, et particulièrement les syndicats pour avoir donné une chance au dialogue. Après le lancement hier matin des activités de la 57e édition de la cure salée à Ingal, le Premier ministre, chef du gouvernement, a visité dans l'après-midi les différents stands. Oumoudou Mamadou a par la suite assisté à la fantasia des chameliers et aniers à Sadek Argabit. La cure salée est une occasion par excellence pour les artisans et autres exposants de montrer au public venu nombreux la qualité de leurs différents produits qu'ils comptent écouler ou bien encore de nouer des contacts nouveaux avec de potentiels clients. C'est au regard de cet état de fait que le Premier ministre et sa délégation ont fait le tour des multiples stands d'exposition, aussi divers que variés, afin d'apprécier leurs produits et de soutenir les exposants dans leur démarche. Ce qui a permis au Premier ministre et sa délégation de s'enquérir également de l'envergure ainsi que de la dextérité et du savoir-faire de nos artisans et des autres exposants à la 57e édition de la cure salée. L'autre activité à laquelle le Premier ministre et la forte délégation qui l'accompagne devaient assister relève du domaine culturel. Il a été question de contempler la grande fantasia des chameliers et anières,
Paré de divers articles aux couleurs multiples, trottinant autour de la tribune officielle, avec en fond sonore la belle musique traditionnelle, accompagnée par les sublimes voix des cantatrices, donnant non seulement une certaine saveur à cette fête annuelle des éleveurs, mais aussi démontrant les valeurs identitaires et culturelles de ces populations, le tout sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Poursuivant son séjour à Ingal, le Premier ministre a procédé ce matin au lancement de la campagne de vaccination du cheptel. Cette opération se tient chaque année pendant la cure Saleh Diallo Abdullah Jalil. La caravane de vaccination du cheptel, dont le coup d'envoi a été donné très tôt ce matin à Ingal par le premier chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, constitue l'une des activités phares de la cure Saleh. Organisée chaque année au cours de cette grande rencontre qui est un moment de regroupement dans un même endroit de plusieurs milliers de têtes de petits et gros ruminants venus de divers horizons du pays, cette campagne de vaccination de masse permet d'améliorer significativement la santé du cheptel. Cette activité, au même titre que la distribution de la ration sèche aux éleveurs, c'est la deuxième activité en tout cas qui bénéficie directement aux éleveurs. C'est pourquoi un cachet particulier a été donné pour que ce lancement-là soit exécuté, présidé par le Premier ministre. Il s'agit de vacciner 60 000 têtes de bovins contre la péripnéumonie contagieuse bovine. Il y a également une prévision de 21 000 têtes de camélidés contre la pasteurellose des camélidés, 200 000 petits ruminants à vacciner contre la PPR, c'est-à-dire la peste des petits ruminants, et bien d'autres maladies. Cette activité de caravane zoosanitaire ou de vaccination a été couplée par le déparagetage, en tout cas systématique, de tous les animaux qui se présentent au niveau de la cure Saleh. Après le lancement de la caravane de vaccination du cheptel, le Premier ministre a assisté aux manifestations artistiques et culturelles avec au programme de cette matinée une démonstration de chants et danses Peul, le concours de Tandé, auquel ont participé 21 groupes de femmes joueuses de Tandé et le concours de beauté pour les femmes Peul. Toutes ces prestations ont permis au Premier ministre et sa délégation, ainsi qu'au public venu très nombreux, d'apprécier la richesse et la diversité du patrimoine culturel des communautés ayant en partage le pastoralisme. Il y a beaucoup de déperditions dans ce domaine. En vous présentant ces œuvres, vous vous rappelez que voilà ce que je dois être. Et surtout à l'endroit de la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas eu la chance de s'approprier, en tout cas les valeurs culturelles dont on a bénéficié nous autres. Donc il y a eu une rupture dans le cadre de la transmission de génération en génération de ces valeurs-là. Mais la cure Saleh rappelle quand même qu'il faut que les gens fasse un petit mea culpa chacun pour comprendre que voilà mon origine, voilà ce que je suis, voilà ce que je dois être. Auparavant, le public a assisté à l'arrivée de la deuxième course des dromadaires appelée course des petits chameaux. Lâchés à 15 km, les trois premiers ont fait leur entrée sur le site de la cure Saleh sous les applaudissements d'un public émerveillé. Et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, qui a remis le premier prix au premier de la course des grands chameaux, un prix dont le trophée est accompagné d'une enveloppe d'1 million de francs CFA, auquel s'ajoutent 500 000 francs CFA offerts par la Bagri. À l'image de la première journée, cette deuxième a été aussi très riche en animation.
Oui, peu après ces activités, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a regagné Niamey cet après-midi, de retour donc de Ungal, où il a procédé au lancement des activités de la cure salée. Le chef du gouvernement a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou. Retour à Ingal, la commune rurale a désormais une maison de la culture et des jeunes. Ce centre a été inauguré hier en présence du ministre du Tourisme et de la Culture en marge donc des manifestations culturelles de la 57e édition de la cure salée. Sadek Agabit. Construite à travers les investissements du PP2E, la commune d'Ingal dispose désormais d'une maison de la culture et des jeunes, d'où la réjouissance du maire. C'est vraiment un atout. Comme le ministre vient de le citer, il y a tout ici pour la culture et ce qui concerne aussi la jeunesse. Dans les années 80, on avait une maison de jeunes. Et là, avec le PP2E, avec ça va nous servir à mener beaucoup d'activités. Le préfet du département d'Ingal a quant à lui fait part de cette préoccupation. J'ai lancé un appel à l'État ou bien au ministère qui s'en charge de ça, de doter cette maison de la culture avec une bibliothèque. Pour sa part, le ministre chargé du domaine de la culture n'a pas caché sa satisfaction pour ce nouveau acquis qui sera d'une utilité certaine. Mohamed Hamid nous a aussi confié sur ce sujet. Ils ont doté la commune avec une nouvelle maison de la culture flambant neuve, avec une salle informatique et puis un espace de spectacle, aussi avec un bloc administratif et un logement du directeur et une chambre de gardien. Puis ça a été relié avec le réseau d'eau de la commune et puis aussi pour l'électricité, ça a été fait en solaire. Donc vraiment c'est une très bonne chose pour la commune qui est dotée de cette nouvelle structure qui va venir vraiment renforcer culturellement les formations au niveau de la commune par rapport à la culture. Signalons que le musée de la commune d'Ingal a été visité par la délégation ministérielle où d'amples compléments d'informations leur ont été fournis sur le fonctionnement, les défis, mais aussi les perspectives dans le sens de continuer à préserver notre patrimoine paléontologique. Dans la région de Maradi, le secrétaire général de la préfecture de Guinaroumji a procédé ce matin au lancement des travaux de construction de la piste latéritique qui relie le village de Rafin-Wada à la route nationale numéro 1. Plus de détails avec Aminata Ali Hassan, Sanoussi Gawa. Le renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face au risque d'exposition à l'extrémisme violent, c'est l'objectif du présent lancement de la piste latéritique de 2000 mètres qui relie le village de Rahim-Wada à la route nationale numéro 1 de la commune de Guidansori, département de Guidaroumji. Les travaux de cette piste sont exécutés par l'ONG Aridel Chigaba en collaboration avec la haute autorité à la consolidation de la paix HACP sur financement du PNUD, PDF et ONU-FEM. Ce lancement-là consiste à faire d'abord les activités IMO. Les activités IMO sont des activités cash for all qui vont permettre aux communautés d'avoir un revenu. Il y aura donc une autre phase de formation qui va permettre à ces travailleurs-là d'épargner
et aussi d'avoir des activités génératrices de revenus. En lançant les activités de cette piste, le secrétaire général de la préfecture de Guidarumji, Mahamadou Djibirima, a au nom du préfet empêché, souligné que cette action cadre parfaitement avec les priorités des plus hautes autorités de notre pays. Ces activités qui seront menées cadrent parfaitement aux priorités des plus hautes autorités de la République de notre pays, au rang desquelles son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République du Niger. Ces activités vont contribuer à la réduction de la pauvreté et éviter l'exode pour nos communautés. Il est à noter que les travaux de construction de ce tronçon, qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés et la lutte contre le désœuvrement des chaînes, dureront 60 jours. Le secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts, le Ben Isnaï, a tenu ce matin un point de presse pour éclairer l'opinion publique nationale de la situation qui prévaut au sein du syndicat relativement au bras de fer entre les bureaux sortants et entrants. Plus de précisions avec Ahmadou Tijani Oumarou, Tijani Ibrahim. Éclairer l'opinion publique nationale sur les bras de fer qui sévit depuis un certain temps au sein du syndicat national des agents de l'impôt SNAI, notamment entre les bureaux sortants et celui entrant. Tel est l'objectif de cette sortie médiatique initiée par les bureaux exécutifs entrants du SNAI. Pour un peu expliquer la situation du SNAI, il faut faire la genèse du 9e congrès ordinaire tenu du 13 au 15 mars 2019 à Dosso, n'est-ce pas? Et il faut rappeler l'article 18 du règlement intérieur qui dispose les membres du bureau exécutif sont élus pour un mandat de 3 ans. C'est-à-dire que du 15 mars 2019 au 14 mars 2022 à 0h, le SNAI était sans ben. L'ancien secrétaire général du SNAI a convoqué un congrès qui a été signé le 25 avril 2022, les 25 et 26 mai 2022, en violation de l'article 8 du règlement intérieur du SNAI qui dispose. La date du congrès est rendue publique aux sections 3 mois à l'avance. Pour rappel, ce bras de fer a vu le jour lors du 10e congrès ordinaire du SNAI, tenu les 25 et 26 mai 2022 à Tawa, et continue à être entretenu par le secrétaire général sortant, qui de tout point de vue n'aspire qu'à discréditer le SNAI selon ses camarades. Le problème n'est même pas les postes du SGA. Le problème, c'est les postes du SG en tant que tel. Les camarades sortants, constatant qu'il n'a pas la quasi-totalité des sections ou la majorité des sections lui permettant de passer, il craignait qu'il ait un autre candidat. Comme si quelqu'un ne devrait pas être candidat. Il faut noter que le syndicat national des agents de l'impôt SNAI dispose aujourd'hui d'un bureau exécutif national qui est issu de son congrès extraordinaire tenu à Niamey le 17 juillet 2022. Ce bureau exécutif compte bien continuer la lutte jusqu'à obtenir gain de cause afin que le Ben SNAI retrouve ses lettres de noblesse au bonheur de ses militantes et militants. Activité politique, le Conseil fédéral électif du PNDS Tareya au titre de la région de Difa s'est tenu ce matin, rencontre à l'issue de laquelle Ahmed Ben Hamida a été élu président du bureau exécutif fédéral. Abdrahman Boukari. Placé sous le thème « Ensemble, nous sommes plus forts », c'est la salle de conférence de la Maison des jeunes et de la culture de Difa qui a servi de cadre à la tenue des travaux du Conseil fédéral électif du parti PNDS Tareya au titre de la région de Difa. Une rencontre placée sous la présidence du président national par intérim du parti, M. Fumako Igado, qui a d'ailleurs, à son arrivée dans la capitale du Manga, reçu un accueil empreint de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire de la région du Soleil Levant. À travers cette mobilisation exceptionnelle, il s'est donc agi pour les militantes et militants du PNDS Tareya de magnifier une fois de plus la flamme militante qui les anime et leur attachement et soutien indéfectible aux idéaux de leur grand parti. Ainsi donc,
chargé d'animer la vie politique à Difa. La fédération PNDS-Area de Difa sera la première de la série à procéder à cet exercice. Vous devez donc donner le bon exemple en respectant la discipline et la cohésion du parti, qui sont des valeurs cardinales sur lesquelles la force de notre parti s'est imprimée. Ces propos forts encourageants du président national par intérim du PNDS-Taraya ont par la suite donné place à des échanges forts enrichissants, à l'issue desquels un nouveau bureau a été mis en place avec à sa tête le camarade Ahmed Ben Hameda, qui s'engage désormais à œuvrer pour le renouvellement du parti, tout en invitant l'ensemble des militants à resserrer davantage les rangs pour l'unité et la cohésion, tel que reconnu au PNDS-Taraya. Un aspect sur lequel le coordonnateur Daouda Mamadou Marté s'est beaucoup apaisanti dans son discours de clôture. L'issue de ce conseil sanctionné par la mise en place d'un bureau exécutif fédéral inclusif, composé des camarades jouissant de la confiance de tous, est à l'honneur de chacun et de chacun d'entre vous, mais particulièrement le nouveau président de la fédération. Cet acte démontre, si besoin est, de notre attachement à l'unité et à la grandeur de notre parti. Pour le bureau qui vient d'être mis en place, le travail commence à l'instant même. Et celui-ci doit être rigoureux, continu, efficace et efficient pour que le résultat futur confirme notre ascension continue et notre leadership l'échiquier politique régional. Signalons qu'auparavant, plusieurs résolutions et motions de remerciement ont été formulées à l'occasion de ces assises du Conseil fédéral électif au titre de la région de Difa. Fin ce matin à Maradi, cette fois-ci, des travaux de la convention régionale du parti CPR Nganti. Cette rencontre s'est tenue en prélude au prochain congrès prévu à Niamey. Issoufou Suleiman, Sanda Nataï. C'est par une mobilisation exceptionnelle que les militants et sympathisants du CPR Nganti et ceux des partis de la mouvance ont accueilli leur président national. Kassim Maman Mokhtar fit son entrée triomphale dans une salle archi-comble qui grouillait du monde. Ces travaux visent le renouvellement du bureau régional en prélude au congrès du parti prévu se tenir à Niamey. Après le mot du président régional Aladji Soule Ilyassou, celui du coordonnateur national Ado Ousmane, le président national du parti CPR Nganti, Mohamed Kassim Mokhtar, s'est réjoui de cette forte mobilisation des militants, de la bonne santé que respire son parti à Maradi. Les militants ont renouvelé leur confiance au bureau sortant, composé des hommes et femmes dynamiques capables de conduire à bon port les destinées de leur formation politique. Il s'agit de Aladji Soule Ilyassou, élu président régional, Moussa Nomaou, secrétaire général, Aladji Salissou Lawali, trésorier général, Murtala Pakachatou, président des jeunes, et Lantana Oumarou, présidente des femmes. Ils ont également formulé des résolutions et motions de remerciement aux élus du parti. L'Assemblée générale CPR Nganti de Maradi donne mandat au coordinateur régional et au président régional pour pouvoir au poste vacant au sein du bureau régional. Réaffirme son soutien indéfectible au président national du parti et le félicite pour tous ses efforts inlassables de construction d'un parti qui aspire à devenir une force politique de premier plan dans notre pays. Enfin, les militants du CPR Nganti se sont félicités des efforts du gouvernement dans le cadre de la sécurisation des populations, surtout en zone frontalière, Madarumfa et Guidarumji, victimes des attaques avec enlèvement des personnes et demande des rançons. Et comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à l'intégralité du discours prononcé par le président de la République, chef de l'État, au sommet sur l'énergie en Afrique qui s'est tenu hier à Houston. Bonne réception et bonsoir. Je suis très heureux d'être un pionnier. Je suis le seul chef d'État qui ait fait le déplacement de Houston toutes les choses
d'envergure ont des démarrages difficiles, Monsieur le maire. Nous nous sommes promis, Sylvestre Turner et moi, de faire en sorte que l'année prochaine, il y ait davantage de chefs d'État, davantage de ministres africains à ce forum qui est un forum important. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements aux maires ainsi qu'à tous qui ont organisé cet événement pour la qualité de l'accueil qu'ils nous ont réservé. Cette rencontre revêt pour nous une grande importance, vue d'Afrique, en tout cas vue du Niger, parce qu'elle nous offre l'opportunité de jeter les bases d'un meilleur partenariat entre les pays africains et les investisseurs, les entreprises américaines dans le domaine de l'énergie. Et ce, en vue de relever le défi de l'approvisionnement d'énergie auquel l'Afrique est confrontée. Mesdames et messieurs, je dois rappeler que nous vivons en ce premier quart du XXIe siècle une évolution majeure dans le contexte énergétique qui est marqué par l'accroissement de la démographie. Nous sommes 7 milliards de personnes. Nous serons 9 milliards, 10 milliards dans quelques années. Et cela pose un problème de développement économique et social. Cela requiert davantage de sources énergétiques pour tous les pays, mais pour l'Afrique, plus encore, pour les raisons que le maire a dit tout à l'heure, parce que pour le moment, le continent africain, c'est 1,4 milliard, ce sera en 2050 plus de 2 milliards. Ce sera 2 milliards de personnes qui consommeront de l'énergie et qui auront besoin qu'elle soit produite. Malgré les importantes ressources énergétiques dont dispose le continent africain, près de 600 millions de personnes à ce jour n'ont pas accès à l'électricité. Ça fait 70% de la population. C'est dire si la marge est grande pour consommer encore plus d'énergie, sans parler justement de la croissance démographique à laquelle j'ai fait allusion. En effet, la situation énergétique du continent africain se caractérise par la faiblesse de la consommation et un taux d'accès à l'électricité bas résultant de l'insuffisance des infrastructures de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique, ce qui implique une prédominance de l'utilisation du bois comme source d'énergie. Mesdames et messieurs les participants, le Niger dispose d'un fort potentiel énergétique. Les quantités éprouvées en pétrole sont de 2 milliards de barils. C'est un pays qui est totalement sous-prospecté. 90% du territoire, c'est 2 grands sédiments. C'est un pays de 1 260 000 km². Si l'un des blocs est relativement bien prospecté, le deuxième bloc, le plus grand, lui, ne l'est pas encore. Nous avons pour 100 millions de tonnes de charbon identifiées, plus de 50 milliards de mètres cubes identifiés. Nous avons, comme vous le savez, de l'uranium.
construire des centrales solaires et éoliennes à travers tout le pays pour une puissance installée minimum de 650 MW. Nous sommes en train de construire un barrage sur le fleuve Niger qui sera achevé dans 2 ans, en 2025, et qui va produire de l'électricité pour une capacité de 130 MW. Nous allons construire une centrale thermique à partir du charbon pour 200 MW dans un premier temps, puis nos projections nous augurent des perspectives jusqu'à 600 MW au minimum. Nous allons achever l'interconnexion de notre réseau national avec les autres pays de la CEDEAO. Tous les pays de la CEDEAO, nous avons un programme dans ce sens pour l'Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite. Pour atteindre ces objectifs, le Niger a mis en place un cadre légal et réglementaire, institutionnel, contractuel et fiscal favorable au développement des investissements privés dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement dans le sous-secteur de l'électricité. En ce qui concerne le secteur pétrolier, le Niger dispose d'un important potentiel pétrolier avec, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 90% de son territoire couvert par 2 grands bassins sédimentaires. Et notre cadastre pétrolier est composé de 45 blocs, dont 35 à fort potentiel et ouverts encore à l'exploration. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez bien, le Niger est un pays résolument pétrolier et il présente des avantages bien réels. Nous sommes en ce moment en train de construire un pipeline qui va relier le Niger au Bénin, qui est notre port à partir duquel nous allons exporter le pétrole brut, d'une longueur de 1950 km. Ce pipeline sera le plus long d'Afrique et il permettra la commercialisation de notre production en brut. Il offrira l'avantage de traverser le Niger d'est en ouest sur 1250 km et facilitera l'acheminement des découvertes futures qui peuvent être réalisées à l'issue des prospections pour lesquelles nous convions toutes les entreprises intéressées justement au pétrole. Nous sommes en train de promouvoir des recherches sur d'autres blocs promoteurs dans le nord du pays, à la frontière avec l'Algérie. Nous avons sur notre territoire la présence de plusieurs sociétés de services pétroliers de diverses nationalités offrant la possibilité de rationaliser les investissements. Nous mettons en œuvre une réglementation et un code pétrolier très attractif qui permettent de sécuriser et stabiliser les investissements selon les règles et les principes de l'état de droit garanti par un régime de démocratie authentique. Mesdames et messieurs, en dehors du pipeline Niger-Bénin, d'autres infrastructures transnationales structurantes doivent être imaginées pour capter un maximum de valeur ajoutée. Le projet de gazoduc transsaharien d'une longueur de 4128 km et qui vise à évacuer les énormes réserves en gaz du Nigeria vers l'Europe via le Niger et l'Algérie est un bel exemple d'infrastructure commune qui renforcerait la chaîne de valeur. Je sais que d'autres infrastructures similaires sont en projet en Afrique. Je tiens ici à encourager toutes les initiatives qui contribueront à faciliter l'accès de l'énergie à tous les Africains. Mesdames et messieurs,
Pour une grande partie des pays africains, les ressources naturelles constituent le moteur de l'économie et servent de véritables leviers pour l'éradication de la pauvreté. Pour le cas du Niger, à l'horizon 2025, l'exploitation pétrolière représentera à elle seule 25% du produit intérieur brut de notre pays, près de 50% des recettes de l'État et 12% des emplois formels. L'industrie pétrolière sera donc le moteur de l'économie du Niger. Par ailleurs, notre pays a un grand potentiel minier et regorge d'importantes sources naturelles telles que le charbon, dont la mise en œuvre permettrait de sortir nos populations de la pauvreté énergétique. Il est donc injuste, dans le cadre du débat international qui a cours aujourd'hui sur la problématique des énergies vertes et de transition énergétique, il est donc injuste de demander à l'Afrique et aux Africains qui ne contribuent qu'à hauteur de 3% aux émissions de gaz à effet de serre de ne pas exploiter leurs ressources naturelles. Le développement de l'Afrique est intimement lié à celui des énergies fossiles dont notre continent regorge et qui ne sont pas encore exploitées. Nous sommes plutôt pour une transition énergétique juste et équitable qui prendra en compte les préoccupations de développement et les réalités de tous les pays. Sur cette question de la transition énergétique, nous n'avons pas les mêmes intérêts, les pays développés et les pays pauvres. Nous ne partons pas des mêmes points. Et donc, il ne saurait y avoir des règles uniformes qui s'imposent pour nous tous de la même façon. Nous avons besoin de règles qui se modulent avec le même objectif, le même cap, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais proportionnellement aux besoins et aux capacités des uns et des autres. Les formules d'adaptation qui sont préconisées pour le moment n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et c'est une question d'importance sur laquelle nous devons réfléchir ensemble, mais en toute responsabilité. Voilà, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, le message que je suis venu délivrer. Je suis très heureux d'être venu à Houston. J'ai eu le bonheur et le plaisir de faire la connaissance du maire Sylvester Turner. J'ai eu cette occasion de m'adresser à ce parterre de personnalités venues d'Afrique et de responsables de sociétés, d'entreprises américaines. Je demande par conséquent à tous les investisseurs présents à ce sommet, à cette rencontre, de considérer que la destination Afrique de façon générale et la destination Niger en particulier dans les stratégies d'extension de leurs activités en raison des avantages comparatifs qu'offre le continent africain et qu'offre en particulier le Niger, notamment à cause de sa position centrale au cœur du continent africain. Voilà, mes chers amis, le message que j'ai voulu vous délivrer. Je vous remercie de votre aimable attention.